Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Jeudi en prime. Bonsoir Georges-Louis Boucher. Bonsoir. Bonsoir Paul Magnette. Bonsoir. La bataille électorale il y a un an s'est faite sur le thème du travail. L'emploi, c'est aussi la priorité des différents gouvernements mis en place et les réformes seront au cœur de ce débat de ce soir, celle des pensions, du chômage. Nous évoquerons aussi la baisse d'emploi, la baisse des impôts, annoncée. Le MR dirige ces gouvernements installés. Le PS, vous êtes dans l'opposition, reste Bruxelles. Nous en parlerons. Nous évoquerons aussi l'actualité, la question des violences policières, mais aussi la crise humanitaire à Gaza. Une mission, messieurs, restez audibles pour les téléspectateurs, mais aussi courtois pour éclairer justement sur vos positions mutuelles. C'est aussi pour ça qu'un compteur, d'ailleurs, va s'afficher et pour équilibrer vos temps de parole. Le tirage au sort vous a désigné, Georges-Louis Boucher, pour démarrer. Vous gouverniez avant les socialistes. En quoi, depuis un an, vous avez désormais les coups des franges pour faire ce que vous n'arriviez pas à faire avec Paul Magnette face à vous? Je pense que c'est assez évident. Il suffit de lire les accords de gouvernement. Alors, les gouvernements ne sont pas en place depuis un an, mais dans les accords de gouvernement, on voit quoi? On voit, par exemple, des baisses d'impôts qui n'étaient pas possibles avec les socialistes. Les droits d'enregistrement, par exemple, ont baissé à 3% en Wallonie. On baisse également, on divise par 2 les droits de succession. Ça s'adresse surtout aux classes populaires, aux classes moyennes. On a déjà baissé d'1 milliard d'euros les cotisations sociales. 5 milliards d'euros de baisse de fiscalité sur les travailleurs, en particulier les bas et les moyens revenus, comme le Premier ministre l'a confirmé pas plus tard que cet après-midi. Des enjeux également en termes de migration, où on peut enfin pouvoir durcir les règles en matière de justice, de police. Et quand on voit depuis 4 mois que ce gouvernement fédéral est installé, eh bien on a déjà pu avancer sur des dossiers majeurs, comme la limitation dans le temps des allocations de chômage à 2 ans. On ne pouvait même pas évoquer l'idée quand le PS était autour de la table. C'est un changement total de structure et ça permet au pays de se positionner pour l'avenir. En quoi, Paul Magnette, vous estimez que justement les réformes du MR attaquent les travailleurs, pour citer vos mots? C'est d'abord le grand écart, comme on l'a jamais vu, entre les promesses de campagne électorale, où vous disiez que vous alliez récompenser le travail, soutenir les travailleurs, protéger les pensionnés, les travailleurs allaient gagner 500 € en plus, personne ne serait mis à contribution, et puis qu'est-ce qu'on voit? Tout le contraire. Les travailleurs, ils le savent désormais, ils ne verront jamais la couleur des 500 € que vous leur avez promis. Les pensionnés, vous ne leur avez jamais dit aux personnes, aux pensionnés, qu'ils allaient perdre 1 500 € par an. Or, c'est la réalité aujourd'hui. Vous n'avez jamais dit non plus aux enseignants, Monsieur Boucher, vous n'avez jamais dit aux enseignants qu'ils allaient devoir travailler plus longtemps pour une plus petite pension. Vous n'avez pas dit pendant la campagne aux policiers, aux pompiers, qu'ils allaient tous devoir travailler jusqu'à 67 ans. C'est faux. Ça, c'est complètement faux. Je peux vous l'expliquer. Tout ça est dans votre accord de... Je peux vous l'expliquer. Je suis très calme, vous savez. Je comprends, Monsieur Boucher. J'en ai un peu marre de vos mensonges. Je comprends, Monsieur Boucher, que ce que je dis vous embête et vous embarrasse, parce que c'est la vérité. Tout ça a été confirmé, et oui, les pensionnés sont lourdement mis à contribution. Presque tous les travailleurs vont devoir travailler 3, 4, 5, 6, 7 années en plus. Et ceux qui n'y arriveront pas perdront jusqu'à 400 € sur votre pension. C'est donc un programme extrêmement injuste et qui trahit toutes les promesses. Réponse sur cette réforme des pensions qui anime aussi d'ailleurs la rue. Vous estimez que le Parti Socialiste fait peur aux gens justement avec cette réforme. En quoi vous pouvez rassurer alors le Parti Socialiste devant vous? Alors c'est complètement faux. Donc je vais vous rassurer, Monsieur Magnette. D'ailleurs, Monsieur Magnette parle alors que les textes n'ont même pas encore été publiés. Donc je ne sais pas. Vous avez annoncé des réformes. Oui, mais on a annoncé des réformes qui sont très claires. On a par exemple annoncé que pour les policiers, ils gardaient leur système de départ anticipé, la NAPAP, ça s'appelle comme ça. Les pompiers vont avoir un régime qui est encore plus préférentiel que celui des policiers parce que c'est légitime. On ne peut pas aller éteindre un incendie et l'actualité dramatique le prouve encore. Quand on a 64 ans, 65 ans, ça n'a aucun sens. Les militaires qui partent en opération à l'étranger vont aussi avoir un régime spécial. Et pour le reste, quand ils parlent des promesses de campagne non tenues, venant de vous, ça vient d'un connaisseur, quand on connaît le bilan du PS. Mais c'est complètement faux. En campagne, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il y aura un différentiel de 500 € minimum entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Eh bien, ceux qui travaillent vont avoir 5 milliards d'impôts en moins sur leurs revenus. Comment vous pouvez garantir? Et de l'autre côté, nous allons effectivement plafonner des aides sociales qui aujourd'hui sont devenues plus importantes que le revenu du travail. Jean-Louis Boucher, tout notre programme est mis en œuvre et c'est une grande différence par rapport à vous, par exemple. Vous aviez annoncé le retour de la pension à 65 ans sous le gouvernement précédent.
précédent, je vois qu'elle est toujours à 67 ans. Georges-Louis Boucher, sur cette question des 500 euros, budgétairement. Sur cette question du pouvoir d'achat et les 500 euros de différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, comment on peut être certain qu'il y aura bien cette baisse d'impôts dans seulement 4 ans, quand on connaît les finances publiques actuellement? C'est certain parce que... Vous vous engagez à cela? Ça, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Le Premier ministre l'a confirmé devant le Parlement cet après-midi à ma demande. Et pour le reste, les choses sont très claires. Ça va se mettre en œuvre dès le début de l'année prochaine. Donc ça va être progressif. C'est pas que on va attendre 4 ans et que dans 4 ans, on va espérer avoir de l'argent. Sauf que la baisse d'impôts, elle arrivera clairement la dernière année. Non, la baisse totale arrivera la dernière année, mais il y aura des étapes préalables pour être certain qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Paul Magnette, les Wallons et les Bruxellois, selon notre enquête nationale RTBF, soutiennent cette réforme des pensions, notamment l'alignement de la pension des fonctionnaires vers celle du privé. Non, ça c'est votre lecture. Quand vous regardez, il y a énormément de gens qui sont insatisfaits. Et moi, tous ceux que je rencontre, le disent. Les fameux 500 euros. J'étais encore avec des travailleurs cette semaine, une cinquantaine d'ouvriers, d'employés qui m'ont dit, vous savez, c'est vrai, certains d'entre nous, on a voté MR, on a voté engagé, parce qu'on espérait qu'on allait avoir 500 euros en plus. Et vous avez en permanence joué sur l'ambiguïté, sur tout ça. Je n'ai pas joué et maintenant, qu'est-ce que vous allez apporter? J'ai été très précis. Et je prends M. Gadisseux à témoin. Monsieur, ça vous dérange, juste M. Gadisseux à témoin. On va laisser le raisonnement. Je ne vous ai pas interrompu. La réforme fiscale que vous annoncez, elle est surtout très profondément injuste. Les salaires minimums, ceux qui sont les plus proches des revenus de remplacement, ils vont gagner 2 fois 35 euros, alors que le coût de la vie explose, les logements sont plus chers, l'énergie est plus chère, l'eau est plus chère. Je ne sais pas si vous faites vos courses de temps en temps, mais le lait, le café, le chocolat, le fromage, tout augmente. Les gens sont en grande difficulté et vous leur dites « Ah, vous allez avoir 35 euros dans 2 ans ». Et pendant ce temps-là, par contre, ceux qui ont 20 000 euros de salaire, vous vous rendez compte, c'est une mesure qui a été annoncée cette semaine. Ceux qui ont 20 000 euros de salaire, eh bien, ils ne payeront plus de cotisations sociales. C'est ça votre politique. C'est plafonné. Une politique qui est très profondément plus de cotisations. Eh bien, à partir de ce niveau-là, ils ne payeront plus de cotisations sociales. Monsieur Gadisseux, il y a 3 mensonges dans ce que vient de dire Monsieur Magnette. C'est assez impressionnant. 1. Sur le coût de la vie, on n'a jamais eu une inflation aussi basse depuis 5 ans. Premier élément. C'est pas ce que disent les gens. Oui, mais il y a des chiffres, c'est une réalité. Est-ce que ce chiffre est faux? J'espère que vous pourrez le vérifier. Est-ce que l'effort est supporté équitablement au sein de la population? Le deuxième élément, M. Gadisseux, ce que M. Magnette dit avec ces 35 euros, je ne sais pas où il est allé chercher. Tout travailleur... votre ministre a dit cet après-midi au Parlement. Tout travailleur aura minimum, parce que vous mélangez, et vous faites souvent ces confusions, vous mélangez l'index et la baisse de la fiscalité. Je vous parle de la fiscalité. Tout travailleur, avec la baisse de la fiscalité, aura au minimum 120 euros. Au minimum 120 euros de plus. Troisième élément. C'est très très loin des 500 euros que vous aviez promis. 120 euros dans 4 ans. Non. Oui. C'est minimum. Donc il y aura des travailleurs, les bas et moyens salaires auront beaucoup plus, mais c'est parce que vous parlez de 35 euros. Sur l'équité des réformes. Le dernier élément, le corollaire du plafonnement des cotisations sociales, non pas pour les travailleurs qui gagnent le plus, mais pour permettre à des entreprises de faire venir des ingénieurs. Vous savez, votre bioparc à Charleroi que vous vantez tant, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à des mesures fiscales fédérales qui permettent de faire venir des travailleurs à haute valeur ajoutée. Que j'ai pris quand j'étais ministre de la politique scientifique. Mais non, c'est Didier Reynders qui a pris le mécanisme sur les chercheurs. Mais juste, dernière chose, c'est le corollaire de la baisse de cotisations sociales sur les bas et moyens revenus. Le milliard que nous avons dégagé va servir aux bas et moyens salaires et effectivement au plafonnement de métiers à haute valeur ajoutée parce qu'on en a besoin en Wallonie pour redéployer notre économie. C'est votre credo, flexibiliser justement le monde du travail, et vous estimez que c'est une attaque. Pour reprendre la première question, en quoi il y a des exemples concrets où vous estimez que les réformes vont déstructurer justement ce monde du travail? Mais d'abord, revenons un instant sur le pouvoir d'achat, parce que c'est quand même la préoccupation numéro 1 des citoyens. Moi, quand ils m'interrogent tous les jours, c'est ça qu'ils me disent, on n'y arrive plus. Une très grande partie des travailleurs, aujourd'hui, n'y arrivent plus avec leur salaire, et ils sont déçus par les promesses que vous n'avez pas tenues. Et en attendant, quand on regarde la totalité de l'effort budgétaire que vous faites, vous n'arrêtez pas de dire la situation est catastrophique sur le plan budgétaire. À votre place, je ne le ferai pas trop, parce que vous devriez vous rappeler que depuis 15 ans, tous les ministres du budget, ont tous... Ah non, Sophie Wilmès, elle n'était pas MR. Olivier Chastel, il n'était pas MR. Si, mais j'ai pris... Vous participiez à la liste. On peut reprendre le déficit quand nous, on était là, quand vous étiez voilà, ça, c'est tous les ministres MR et libéraux du budget des 15 dernières années. Donc, s'il y a un déficit... Monsieur Boucher, est-ce que je peux terminer une phrase? Est-ce que je peux terminer une phrase? Je ne mens jamais et j'étudie mes chiffres. Le déficit
déficit, est-ce qu'on peut juste écouter vous Paul allez Magnette, le faire qui est en déficit de temps de parole. Le déficit, il était de 23 milliards avant que vous arriviez. Là, les perspectives, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque nationale, c'est la Cour des comptes. Votre budget, il est complètement bidon. Vous allez faire exploser la dette et le déficit jusqu'à 40 milliards. Mais surtout, Monsieur Boucher, il est très profondément injuste. On est dans un pays où une société comme Engie fait 11 milliards de bénéfices et envoie ça à Paris chez les actionnaires. C'est 1 000 € par Belge. 1 000 € par Belge. Là, vous ne demandez 0 contribution. Les pensionnés, vous leur prenez 1 500 €. Mais Engie, 0 contribution. Les banques font 8 milliards de bénéfices. Il n'y a pas la moindre contribution du secteur des banques. Les multinationales distribuent 9 milliards de dividendes. Il n'y a pas la moindre contribution non plus. Et pendant ce temps-là, qui paye? C'est les pensionnés, c'est les travailleurs, c'est les invalides, c'est les personnes en situation de handicap. J'ai les tableaux budgétaires, moi aussi j'ai des feuilles. Voilà. Et il y a une contribution bancaire, il y a une contribution du secteur de l'énergie. Vous savez, donc ne pas dire qu'il n'y a rien, les chiffres, c'est la vérité. Juste sur cette question quand même, on ne va pas détailler l'ensemble, on va pas détailler l'ensemble des colonnes budgétaires. Juste sur la question de, est-ce qu'au final c'est le citoyen qui paiera l'addition? Il y a toujours cette énigme que tout arrivera dans 4 ans, c'est aussi ce que dit la Cour des comptes. Ce n'est certainement pas cela. Tout d'abord, quand on parle de la contribution bancaire, je vous remercie d'avoir souligné la contribution bancaire du secteur de l'énergie, ce sont une contribution complémentaire aux impôts qu'ils ont déjà payés. Parce que sauf si M. Magnette vit sur une autre planète, Engie et les banques payent l'impôt des sociétés, payent les cotisations sociales, payent des taxes en tout genre, dont dans votre commune par exemple. Et donc il faudrait arrêter de faire croire que des gens ne paieraient pas d'impôts et que les autres paieraient tout. Est-ce que votre budget est au pied d'argile? Est-ce qu'il repose sur du sable? Mais je vais être tout à fait transparent avec vous. Sur la question des travailleurs, c'est faux. Le principe que l'on suit, c'est qu'en sécurité sociale, vous devez recevoir au prorata de votre cotisation. C'est le système assurantiel qui est la base de notre système social. C'est uniquement ce principe que nous appliquons. Et enfin, sur le budget, oui, je vais être clair. Je l'ai dit encore cet après-midi à la Chambre. On va devoir aller plus loin dans la restructuration de la dépense de l'État. L'État donc ça veut dire qu'il y aura d'autres réformes et d'autres économies? Oui, on devra le faire. Et en plus de tout, c'est l'annoncer. Oui, et ça ne va pas toucher les citoyens, ça va toucher des structures, ça va toucher parfois aussi des chèques parce que ça concerne aussi les régions. Est-ce que vous savez qu'en Wallonie, on a créé un subside pour que vous puissiez analyser la terre de votre jardin si vous voulez faire pousser des tomates? Il y a un subside qui a été inventé par les écolos pour acheter un vélo électrique d'occasion. Tout ça, on va supprimer parce qu'on ne peut pas se le permettre. Paul Magnette, vos bourgmestres socialistes des grandes villes, Charleroi, Mons, Liège, s'alarment de la situation de cette réforme du chômage qui aurait un impact sur les grandes villes et les CPAS. Vous avez régulièrement attaqué les libéraux en disant qu'ils mettaient à mal les grandes villes, y compris d'ailleurs Bruxelles-Ville. Vous êtes face au président du MR ce soir. Que lui reprochez-vous et comment on pourrait rectifier la situation? Je vais d'abord revenir un instant sur le budget parce que c'est important. Vous dites Engie, Electrabel payent des impôts. J'espère bien. Oui. En attendant, ils font 11 milliards de bénéfices cette année, 1 000 € par Belge, et ils envoient tout ça aux actionnaires à Paris, ça part en France. Quand vous étiez ministre de l'énergie, vous avez nationalisé. Quand j'étais ministre de l'énergie, vous avez nationalisé. Monsieur Boucher, vous pouvez essayer de laisser vos interlocuteurs. Mais vous pouvez aussi répondre aux questions, Paul Magnette, parce que systématiquement vous répondez à une autre question. Je vais y revenir, mais je réponds d'abord à Monsieur Boucher. Quand j'étais ministre de l'énergie, j'ai mis en place une taxe spéciale sur les bénéfices d'Electrabel, qui a rapporté 3 milliards. Vous pouvez le faire. Je vais d'ailleurs soumettre la proposition au Parlement. Prenez 3 milliards chez Electrabel et vous ne devrez pas demander aux pensionnés de se serrer la ceinture. Prenez 4 milliards chez les banques et vous pourrez augmenter les bas salaires et les moyens salaires. Ce ne sont pas des fables. On l'a fait dans le passé. C'est une question de courage politique, monsieur Boucher. Quand il s'agit de faire payer les pensionnés, les malades, les invalides, ça vous êtes là. Mais quand il s'agit de faire payer les banques et de faire payer Electrabel, là tout d'un coup c'est vos amis et on ne vous entend pas. Paul Magnette, en quoi on met en péril les grandes villes du pays avec notamment cette réforme du chômage? Mais parce que tout simplement, la réforme du chômage qui est proposée par le MR, elle ne règle rien. Votre propre ministre l'a dit. Il a dit, sur les personnes qui seront exclues, 150 000, 200 000, on ne sait plus combien, il y a un tiers qui va peut-être retrouver un travail. Et puis il y a un tiers qui va aller au CPAS. Le coût pour la collectivité, il sera exactement le même. Vous n'aurez pas fait 1 € d'économie. Ah oui. Donc mais en attendant, c'est la même chose que 100 000. Mais en attendant, mais pour les personnes qui passent du chômage au CPS, le coût sera exactement le même pour la collectivité. Mais en attendant, qui va payer? Ce sera plus le fédéral, ce sera les
communes. C'est pour ça que c'est une réforme de l'État. Vous avez toujours votre beau petit drapeau belge là au revers de votre veston. Mais en réalité, vous affaiblissez durement la Belgique et vous jouez le jeu de M. De Wever, qui lui-même l'a dit. La réforme du marché du travail, il a dit, c'est pas une réforme du marché du travail, c'est une réforme de l'État. C'est 1 milliard qu'on prend au fédéral et qu'on bascule dans les communes et dans les régions. Et ça affaiblit durablement la Belgique. 180 000 personnes qui seront donc exclues du chômage. On n'a aucun chiffre clair sur justement l'enveloppe qui va accompagner ces chômeurs pour leur trouver de l'emploi, mais aussi au sein du CPS. Que répondez-vous aux critiques alors du groupe d'opposition? Tout d'abord, je trouve que M. Magnette est un peu fâché avec les chiffres parce que dire que c'est le même coût pour la collectivité, 1/3 par rapport à 100%, c'est quand même spécial. Deuxième élément, nous changeons surtout un état d'esprit et un mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en Belgique, il y a des gens qui, à 20 ans, pensaient qu'ils pourraient rester au chômage toute leur vie. On leur envoie un signal. Donc c'est une réforme qui va au contraire renforcer la Belgique parce qu'elle remet le travail au cœur de la société. En quoi on met à mal les grandes villes comme justement... Mais on ne les met pas à mal parce que M. Magnette, il crie avant le coup, comme très souvent. Entre nous, il n'a pas attendu le fédéral pour mettre Charleroi en faillite. Mais donc ce qui se passe, c'est que nous allons compenser 100% de ces RIS qui vont arriver dans les communes. Les RIS, c'est les revenus d'intégration sociale, c'est l'allocation justement pour exactement. Et en plus, Pierre-Yves Géolet va présenter dans 2 semaines un plan qui va revoir l'ensemble de l'accompagnement local des personnes pour les remettre à l'emploi. Aujourd'hui, on a plein de structures, les MIR, les CISP, les ALE. On va tout fusionner. Ça va venir en soutien aux communes pour leur permettre de faire de la remise à l'emploi de personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Donc, au contraire, on remet le travail au cœur de la société, ce que le PS n'a plus fait depuis au moins une 40aine d'années. Mais si on voit vos lignes d'opposition face au gouvernement mis en place et face au banc de l'opposition, que ce soit en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles et au fédéral, reste une pièce dans ce puzzle, Bruxelles. Tous les scénarios, pour l'instant, depuis 1 an, montrent que ce que vous avez tenté au MR, ce que vous avez tenté au PS, ne mènent à rien. Est-ce que la solution, Paul Magnette, c'est de ne pas gouverner tout simplement avec le MR à Bruxelles? Mais le MR est arrivé premier à Bruxelles. Très bien, c'est donc à vous de prendre une initiative. Ça fait 1 an qu'on attend des initiatives du MR. Et ça fait 1 an que vous essayez de toutes les façons d'imposer la NVA. Et tout le monde vous le dit aujourd'hui, Monsieur Boucher. Pas seulement nous, les socialistes. Les écolos vous le disent, Défi vous le dit. Même vos partenaires de gouvernement désengagés vous disent « laissez tomber la NVA et on fait un gouvernement à Bruxelles demain ». Et donc, lâchez un peu cette obsession que vous avez de vouloir reproduire le gouvernement Arizona fédéral avec sa politique d'austérité au niveau de Bruxelles, respectez les résultats à Bruxelles et nous aurons un gouvernement demain. Quelle est la réponse qu'on entend, le discours qu'on entend depuis 1 an, de part et d'autre? 2 éléments très rapides. Le premier élément, c'est que si la NVA ne vient pas, le VLD ne vient pas, donc vous n'avez pas de majorité flamande, donc vous revenez à la case départ. Mais il y a surtout un deuxième élément que moi j'aimerais demander à M. Magnette. Vous ne pouvez pas convaincre vos homologues libéraux flamands? Non, désolé, je n'y arrive pas. On reste 2 partis indépendants. D'ailleurs, quand vous voyez certaines déclarations du VLD, vous voyez bien qu'on n'est pas tout à fait les mêmes. En résultats électoraux, on n'est pas les mêmes non plus. Mais par contre, j'ai une question à poser à M. Magnette. Parce que M. Magnette, quand il était avec Elio Di Rupo comme président, ou après quand lui-même a été président, il a négocié pendant des centaines de jours avec la NVA. Et donc, moi, je vous pose la question. Centaines de jours, est-ce que M. Lawège, c'est lui qui détermine la ligne du PS, donc il est un peu l'autre président, ou est-ce que vous, en tant que président du PS, vous nous dites aujourd'hui que jamais vous ne gouvernerez avec la NVA, ni à Bruxelles, ni au niveau fédéral? Monsieur Boucher, j'ai négocié effectivement avec la NVA parce que c'était le premier parti, pas des centaines de jours comme vous le dites, en mais 2010, 3 semaines. Des centaines de jours, vous étiez déjà ministre. Et à ce moment-là, on est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas d'accord possible entre nous. Parce que c'est sûr que la politique que vous menez avec la NVA, qui fragilise les pensionnés, qui fragilise les travailleurs, qui les oblige à travailler dans des conditions de plus en plus difficiles, qui crée une situation économique qui va de moins en moins bien. On l'a vu, les derniers chiffres. Vous maintenez cette position à Bruxelles, cette position-là, ça ne fonctionnera pas. Donc vous ne gouvernerez jamais avec la NVA. Jamais, j'ai testé, on en a discuté, ça ne fonctionne pas, nous n'avons pas le même projet de société. Donc ce que je mais c'est moi qui pose les questions. Selon l'intérêt personnel de Monsieur Boucher, on va couper vos micros. Si je peux terminer, sur Bruxelles, Monsieur Lawège et moi, nous nous parlons tous les jours et nous discutons ensemble de ce qui est positif pour Bruxelles. Et pour Bruxelles, nous ne voulons pas de la politique que vous essayez d'imposer, qui vise à restreindre le logement, qui vise à faire des économies partout. Les Bruxellois ont voté pour une ville solidaire et pas pour le projet que vous voulez imposer. Mais je vais poser la question. Est-ce que vous mettez une exclusive du coup sur le MR? Mais non, mais pas d'exclusif sur le MR, même si vous avez bien compris que c'est pas il y a eu des le mots fol amour et que c'est pas avec plaisir qu'on le ferait. Mais
Il faut constater aujourd'hui que l'EMR, depuis 1 an, essaye d'imposer un gouvernement de droite à Bruxelles, a essayé de le faire sans nous. Si vous le faites sans nous, très bien. Et puis il nous dit on fait un gouvernement de droite, mais on veut les socialistes. Ben non, il ne faut pas rêver. Ça, c'est certainement pas la solution et le chemin dans lequel on va aller. Est-ce que, vu la situation, après 1 an, vous vous dirigez vers un gouvernement minoritaire sans les socialistes et vous mettez une exclusive contre les socialistes? Moi, je voudrais vous dire une chose, parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas d'exclusive dans le chef du PS, mais M. Gaudissart a relevé quelque chose de très juste. Vos camarades de la FGTB ont considéré qu'un cordon sanitaire devait s'appliquer à moi. Je vous remercie d'ailleurs de débattre aujourd'hui, parce que manifestement, vous ne partagez pas leur point de vue. À aucun moment, vous n'avez condamné les propos qui nous traitent de racistes, les atteintes physiques. J'ai aujourd'hui mon domicile sous surveillance policière à cause de ces tensions. Ça m'est arrivé très souvent aussi, vous savez, je pense qu'en tant que démocrate, il aurait été de votre devoir d'avoir un rappel à l'ordre. Vous estimez que le PS est communautariste à Bruxelles. Les injures volent. Donc, est-ce que vous êtes capable de gouverner ensemble? Je confirme que le PS est communautariste. Ah, mais vous êtes bien mal placé. Et pas qu'à Bruxelles. On peut vraiment en parler quand vous voulez. Est-ce que vous êtes capable de gouverner ensemble? Moi, je n'ai jamais mis d'exclusive à l'égard d'un parti démocratique et je n'ai jamais exclu un partenaire. Qu'est-ce qu'on attend? Je note juste une chose. C'est que le Parti socialiste nous explique qu'à Bruxelles, ils ne peuvent pas gouverner avec la NVA, mais qu'au fédéral, ils pourraient peut-être un jour le faire. Et donc le téléspectateur essaiera de se mettre peut-être, de mettre un petit peu de clarté en la matière. On avait dit qu'on allait essayer d'éclairer les téléspectateurs sur les positions. Ça veut dire que vous maintenez qu'à Bruxelles, la NVA doit être de la coalition? Je dis juste qu'aujourd'hui, si vous ne prenez pas la NVA, vous n'avez pas le VLD, et donc vous n'avez toujours pas de gouvernement. Et donc en fait, on va attendre. Eh bien, moi, je vous dis une chose, Monsieur Gaudissart. Si tout le monde suivait le même principe du MR, celui de dire je n'exclus jamais un parti démocratique, eh bien alors dans ce cas, on aura un gouvernement bruxellois depuis très longtemps. Mais on a un PS qui joue double jeu, qui de temps en temps dit je ne veux pas de la NVA, et qui se dit mais si au fédéral je dois composer avec la NVA, je le ferai quand même. Donc, quelle est votre cohérence, Monsieur Magnette? Vous savez, j'ai même une autre question à vous poser. On va laisser M. Magnette répondre parce que vous avez un temps de parole excessif par rapport au compteur, justement. Je vais d'abord revenir sur l'accusation de communautarisme parce que vous nous sortez ça en permanence. Et ma grand-mère disait on ne monte pas à l'arbre quand on a un trou dans son pantalon. Et vous avez un sacré trou dans votre pantalon. Parce que nous, vous savez, on a exclu les gens qui fréquentaient les islamistes ou qui fréquentaient l'extrême droite. Émir Kir, vous vous souvenez d'Émir Kir, exclu du Parti socialiste. Vous avez fait un deal secret avec Émir Kir. Pas de chance pour vous. Un deal secret. J'ai été déjeuner une fois avec Vous avez été déjeuner avec lui et vous avez racolé et été rechercher tous ceux que le Parti socialiste avait exclus. Vous connaissez ce monsieur? Safa Akiol, exclu du Parti socialiste. Il est aujourd'hui échevin du MR. Quand l'un va à l'eau, l'autre tombe à l'eau aussi. Enanoflou, exclu du Parti socialiste parce qu'il fréquentait les islamistes. Ils n'ont jamais été exclus du Parti socialiste. Si, il a été exclu du Parti socialiste. C'est totalement faux. Mais je vais vous répondre. Oui, exclu du Parti socialiste et il est au MR. Ce monsieur, on va laisser M. Magnette exclu du Parti socialiste, il est au MR. Donc je ne mens absolument pas. Et puis j'ai aussi toute la liste de tous ceux que vous avez été chercher à l'extrême droite et que vous amenez dans vos... Et à l'extrême gauche. Et donc, monsieur... Qu'est-ce que vous voulez traduire par... Non mais on va juste laisser conclure. On va juste laisser conclure avec monsieur Boucher. Quand certains vous disent à gauche que oui, ils s'inquiètent de vos dérives à l'extrême droite, eh bien moi je peux les comprendre. Parce que vos propos sur la cistana, c'est exactement les mêmes que ceux de l'extrême droite. Vos propos sur le wokisme, c'est exactement les mêmes que ceux de l'extrême droite. Vos attaques sur les syndicats, vos attaques sur la culture, vos attaques sur la liberté de la presse, c'est exactement les mêmes que l'extrême droite. Moi, ça ne me fait pas plaisir. J'ai connu des libéraux humanistes qui respectaient les principes humanistes, avec qui on a fait des grandes avancées en matière de droit et de liberté, mais la dérive que vous donnez à votre parti, en accueillant tous ces gens, en racolant de tous côtés, c'est oui, quelque chose de très... Ça veut dire que vous ne gouvernerez pas avec le MR ? Je dis simplement que c'est une dérive très inquiétante et j'espère qu'à un moment donné, il y aura un réflexe de vrais libéraux humanistes qui diront « ça suffit, c'est dérive ». Réponse par rapport à tout ce qui a été dit et juste si on peut rester courtois et audible. Je vais juste répondre en 3 points. Le premier élément, moi j'adore quand un socialiste s'inquiète de savoir ce que devient le libéralisme, alors que vous négociez avec le PTB des communistes et avec Fouad Haïdar, qui est un communautariste reconnu. Deuxième élément, je vais y venir, soyez calme. Je suis très calme. Monsieur Magnette et ses copains m'accusent d'être un grand soutien d'Israël, certains d'ailleurs avec des accusations de génocidaires, et aujourd'hui me dit que je serais en train de frayer avec les frères musulmans. Est-ce que je peux terminer mon raisonnement? Un parti, mon parti, Monsieur Magnette, il respecte la neutralité de l'État. Il est contre le port des signes convictionnels, contrairement à vous. Absolument. Mon parti vote
contre l'abattage rituel en Wallonie et à Bruxelles, contrairement à votre parti. Mon parti a toujours été du côté de l'état de droit, que ce soit au niveau du droit interne, mais aussi au niveau du droit international. Vous attaquez la Cour européenne des droits de l'homme, vous attaquez la magistrature. Personne. Je n'ai attaqué personne. Par contre, dans votre parti, Monsieur Magnette, on retrouve des gens qui, pour des intérêts communautaristes, privilégient le port du voile dans des administrations, privilégient l'abattage rituel. Allez voir l'état de Bruxelles aujourd'hui. Allez voir l'état de Bruxelles aujourd'hui, qui est votre résultat. On va couper les micros, en régie. On va couper les micros en régie, puisque les téléspectateurs ne vous entendront plus. De toute façon, on n'entend plus rien. Je crois qu'on va passer à un autre thème. Vous l'avez évoqué, parce que le thème, parce que le conflit à Gaza résonne justement dans ce contexte de réciprocité, de critiques réciproques sur la question communautaire. Or, le drame à Gaza, la crise humanitaire à Gaza mérite aussi d'avoir vos positions réciproques. Je voudrais vous entendre là-dessus parce que, vous l'avez dit, on va y revenir. Revenons-y, Paul Magnette. En quoi, justement, l'EMR instrumentalise la crise humanitaire actuellement à Gaza? Mais je ne dis pas qu'on instrumentalise, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je vois à Gaza, c'est une tragédie humanitaire absolue, on l'a encore vu dans votre journal. C'est un génocide qui est en cours. Et ne pas s'opposer... Et vous êtes le dernier, Monsieur Boucher, à ne pas le reconnaître. Vous défendez l'indéfendable. Même votre ministre des Affaires étrangères reconnaît que c'est un génocide. Quand on tue des dizaines de milliers de personnes, dont 15 000 enfants, quand les ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou multiplient les déclarations en disant qu'ils veulent anéantir le peuple palestinien, quand on organise la famine à Gaza où 2 millions de personnes sont en risque de mourir dans les prochains jours, ça s'appelle un génocide. Et ne rien faire face à un génocide, c'est en être complice. Est-ce que vous freinez au sein de la majorité pour avancer sur ce dossier? Tout d'abord, je voudrais quand même revenir sur un élément parce qu'il y a des accusations graves contre ma formation politique d'intégration de personnes venues de l'extrême. Et moi, je vais vous dire, Monsieur Magnette... Non, mais vous allez répondre d'abord sur Gaza. Non, je vais répondre d'abord sur des attaques qui sont indignes, que vous avez décidé... Ça vous embête. Non, mais ça ne m'embête pas du tout. Ça m'embête pas du tout. Moi, je suis très fier de ramener des gens dans le giron de la démocratie. Oui, moi, je suis très fier. Mais vous excluez qui? Mais vous les excluons encore aujourd'hui. Parce qu'ils ne respectent pas les principes fondamentaux et parce qu'ils fréquentent des islamistes. Et vous allez les racoler. Parce que vous essayez absolument d'être les plus grands. Et donc, extrême droite, islamiste, tout est bon. Vous pouvez continuer à remettre ce débat sur la table. Encore aujourd'hui. Mais revenons à Gaza. Madame Ozlem a aujourd'hui eu une photo publiée avec des membres de l'extrême droite turque. Elle a dit elle-même qu'elle ne savait pas qui c'était. Alors, ne venez pas m'expliquer. Vous allez faire la jurisprudence. Vous allez faire la jurisprudence qui? Messieurs, on va de nouveau couper vos micros. Georges Boucher, parce que nous n'avons pas les photos que vous évoquez. Les personnes citées ne sont pas sur le plateau pour se défendre. Donc, je propose de continuer ce débat après sur antenne. On a compris que vous ne vous réunirez pas sur cette thématique-là. Mais sur la question de Gaza, la crise humanitaire est assez importante pour qu'à un moment donné, vous pouviez aussi répondre à ces accusations du Parti socialiste. Est-ce que vous freinez au sein du gouvernement pour dénoncer la crise actuelle à Gaza? Monsieur Gadisseux, l'instrumentalisation par le PS, alors que M. Magnette, en 2023, sur ce plateau, invitait à ne pas importer le conflit, l'instrumentalisation de ce conflit par le PS est indigne. Est-ce qu'il y a une crise humanitaire? Il y a une tragédie aujourd'hui humaine en Palestine, à Gaza. Un génocide. La ministre MR des Affaires étrangères, à l'époque où elle l'était, à Adja Labib, a elle fait un largage de nourriture pour pouvoir aider. Les avions appartiennent à la défense. C'est Adja Labib qui a mis ça sur pied. Nous avons toujours été du côté du droit international. Nous avons à la fois condamné le Hamas comme organisation terroriste, ce que certains de vos membres ont du mal à faire. Nous l'avons tous condamné. Mais nous condamnons également les réactions disproportionnées du gouvernement israélien. Un génocide. Est-ce que le mot génocide, justement, est-ce que vous utilisez ce mot génocide? Je n'utiliserai pas le mot génocide pour une raison qui est très simple. C'est que moi, je protège l'état de droit. Et le génocide, c'est l'incrimination pénale la plus grave. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez poser la question à M. Magnette de savoir si Pierre-Paul Oujac, qui demain passe en cour d'assises, est coupable ou pas? C'est exactement la même chose. Si je peux terminer, parce que le sujet est très compliqué et mérite mieux que les invectives, c'est qu'un génocide, il n'y a qu'une juridiction internationale qui peut le déterminer après un procès, après un principe de contradictoire. Et je suis extrêmement choqué qu'un prof d'université comme vous se laisse aller à ne pas respecter l'état de droit.
Pour le reste, est-ce que ça empêche de dire que c'est une tragédie humaine? C'est le cas. Mais c'est le cas également dans 120 conflits armés aujourd'hui dans le monde. Au Soudan, par exemple, il y a eu 150 000 morts, 13 millions de personnes déplacées, 20 millions de personnes qui risquent la famine. Je n'ai pas vu de drapeau soudanais sur le siège. On va laisser monsieur Magnette répondre parce que vous avez un peu d'avance sur votre temps de parole. Monsieur Boucher, ce que vous dites est totalement faux. Il ne faut pas attendre un jugement pour reconnaître qu'il y a un génocide. La Cour internationale de justice a dénoncé le risque de génocide et a enjoint... Laissez monsieur Magnette s'exprimer. Dans un débat sur cette chaîne publique où vous n'êtes pas venu, mais votre ministre Quintin est venu, les professeurs de droit international qui étaient là ont dit évidemment il y a un génocide qui est en cours aujourd'hui. Vous continuez à nier l'évidence et à défendre l'indéfendable et vous bloquez toute solution. S'il n'y a pas maintenant, s'il n'y a pas maintenant des sanctions économiques, la Belgique a un levier? Parce que si vous reconnaissez l'État palestinien, c'est la plus grande pression que vous puissiez mettre sur le gouvernement israélien. Vous ne faites absolument rien. Comment est-ce que vous pouvez, alors qu'on voit ces images d'enfants affamés, qu'on voit ces images de mamans qui ont leur enfant mort sur les genoux en larmes, comment est-ce que vous pouvez rester passif et indifférent? Et en quoi la reconnaissance de la Palestine? Ce n'est même plus une question de gauche ou de droite, c'est une question humaine simplement. Monsieur Magnette, en quoi la reconnaissance de la Palestine pourrait faire avancer justement la situation à court terme? Mais parce que, et c'est ce que de plus en plus d'Israéliens eux-mêmes disent, qui ne partagent pas la position de Netanyahou, c'est en reconnaissant la Palestine que le plus grand nombre d'États dans le monde, il y en a déjà 148 qui l'ont reconnu, et ça a changé quoi? Qu'on forcera... Rien. Est-ce que vous voulez me laisser Mais ça a changé quoi? Ça change que ça met une pression et c'est bien. Pourquoi vous pensez non, puisqu'il y en a 148. Monsieur Boucher, je sais que ça vous gêne parce que vous êtes très embêté sur ce dossier. Ça me gêne vous pas, avez pris des positions. Oui, vous assumez. Je vois ça manifestement. Vous assumez de nier l'existence d'un génocide. Vous assumez de nier l'existence d'un génocide et vous assumez de bloquer toute position forte. Votre ministre y a-t-il un génocide au Soudan? Ferait ce qu'il peut. Y a-t-il un génocide au Yémen? Y a-t-il un génocide à l'est du Congo? Vous n'en savez rien, monsieur Magnette. De nouveau, je vais diminuer vos micros. La régie va diminuer vos micros parce que c'est inaudible. Le ton peut rester cordial, monsieur Magnette. Je vais poser moi-même la question. Messieurs, vos micros sont coupés en fait en régie, donc le téléspectateur ne vous entend plus. Est-ce que la Belgique va reconnaître la Palestine? Le président Macron annonce une conférence internationale avec différents pays dans une dizaine de jours. Est-ce que la Belgique va reconnaître la Palestine? Aujourd'hui, la première urgence, c'est le cessez-le-feu. Parce que si vous reconnaissez la Palestine... Vous ne répondez pas à la question. Je vais vous répondre. Si vous reconnaissez la Palestine, vous serez le 149e pays au monde. Et donc, les personnes vont continuer à mourir là-bas, mais elles mourront en se disant, au moins, je suis dans un État reconnu. C'est ridicule. Mais par contre, si monsieur Magnette veut être un peu efficace, aujourd'hui, le seul État sur lequel il faut faire pression pour obtenir la fin des hostilités là-bas, ce sont les États-Unis qui, encore hier, se sont opposés au Conseil de sécurité des Nations Unies à un cessez-le-feu. Et aujourd'hui, monsieur Magnette, alors qu'on n'est même pas capable de protéger l'Europe, faire croire aux téléspectateurs qu'on a la moindre influence sur le conflit là-bas, c'est du racolage électoral. Mais bien sûr qu'on a une influence. Pour monsieur Magnette, pour terminer sur ce thème-là. L'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël. Si vous prenez des sanctions économiques, vous serez obligés. Mais laissez-moi finir. Je comprends que ça vous gêne, mais laissez-moi finir. S'il y a des sanctions économiques, ça fera plier le gouvernement israélien. Si la société israélienne qui se lève de plus en plus contre le gouvernement voit ça, voit que l'Union européenne unie dit que maintenant il faut reconnaître la Palestine pour négocier une paix durable, ça aura un effet. Vous trouvez tous les prétextes. Je rappelle juste que la Belgique a voté pour la mise en œuvre de ces sanctions grâce aussi à l'aval du MR au sein du gouvernement. Donc vous racontez n'importe quoi. Mais il n'y a pas de majorité européenne, monsieur Magnette. Mais justement, majorité qualifiée. Messieurs, vos micros vont être à nouveau coupés en régie et donc à travers mon micro, le téléspectateur ne vous entend pas. Messieurs, je voudrais juste terminer sur un mot sur l'actualité. C'est un tout autre thème. Peut-être qu'à un moment donné, on va reprendre un peu ses esprits. Un enfant de près de 12 ans a été percuté cette semaine dans un parc à Bruxelles lors d'une course-poursuite avec la police. Une enquête est en cours. Ce drame a suscité l'émoi à cause de l'âge de la victime, mais aussi parce qu'il s'inscrit dans une série de décès à cause d'une voiture de police. Paul Magnette, est-ce qu'il y a un malaise politique avec la question des violences policières? Oui. Un enfant est mort. Un enfant de 11 ans qui jouait dans un parc. Comme des milliers d'enfants jouent tous les jours dans un parc. Et on ne trouve pas les mots. Qu'est-ce qu'on dit à nos propres enfants? Alors, moi, je sais que le métier de policier est difficile. J'ai été bourgmestre de Charleroi pendant 12 ans. J'ai dirigé une police de 1000 hommes et femmes. Mais j'ai eu la chance d'avoir des policiers qui étaient des hommes et des femmes consciencieux, rigoureux, humains,
qui était très attentif quand il devait intervenir. Il y a une dérive actuellement. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas comme ça partout. Et ce drame, malheureusement, c'est pas le premier. Et ça doit absolument être le dernier. Si on ne s'attaque pas, si on n'ouvre pas le problème d'interventions qui sont complètement déplacées, complètement disproportionnées. Est-ce qu'on court derrière un enfant en trottinette dans un parc avec un véhicule motorisé? C'est complètement absurde. Il faut former les policiers pour que ça n'arrive plus jamais. Georges-Louis Boucher, est-ce qu'il y a un malaise politique sur cette question des violences policières? Il y a surtout un drame humain qui est indicible. Je pense que personne ne peut tenter de justifier quoi que ce soit. Néanmoins, même chose que sur le cas précédent. Et donc je pense que faire de la politique, c'est aussi comprendre l'émotion, mais il faut toujours rester rationnel. Il y a d'abord une enquête. Et donc moi, j'aimerais qu'on ait le respect d'attendre les conclusions de l'enquête. Politique bashing. Et je pense qu'il y a un police bashing qui est en train de se mettre en œuvre auprès de certains à gauche. Et moi, je ne vais pas tomber dans le police bashing. Je pense que nos policiers font extrêmement bien leur travail. Je pense aussi aux policiers dont la vie est certainement détruite. Parce que quand vous vous rendez responsable d'une telle situation, je ne crois pas que vous en ressortez indemne. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'une police soutenue, ça doit être une police exemplaire. Et donc, l'enquête doit déterminer les responsabilités. Et s'il y a une responsabilité, la sanction devra être exemplaire. Pour équilibrer vos temps de parole, Paul Magnette, est-ce qu'il y a à un moment donné des suites politiques tout de même à donner à ce drame? Mais évidemment, on ne peut pas faire en sorte, d'abord, il faut... C'est ce que les parents, c'est ce que les proches du petit Fabien demandent, c'est qu'il y ait vérité et justice, et ça, on doit le faire tout de suite. Et puis, il faut absolument en tirer les leçons. Il faut comprendre pourquoi un policier pense qu'il peut faire ça à un moment donné. C'est le rapport entre jeunes et police. Et former ces policiers pour que les interventions soient des interventions qui évitent ce genre de bavure et ce genre de drame humain, parce que malheureusement, ce n'est pas le premier. Et la question des violences policières doit être au centre d'un débat public pour que ça ne se produise plus jamais. Et qu'il y ait une unité politique, notamment face à ces drames et à ces questions. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir débattu et d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à toute l'équipe en régie. Un débat à revoir et à partager aussi sur les réseaux sociaux via Ovio, et un fact-checking aussi des éléments évoqués ce soir est à venir. Je vous donne rendez-vous sur notre site RTBF Actu. Belle soirée. Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu et Ovio.